Denise, depuis le matin, subissait la tentation. Ce magasin, si vaste pour elle, où elle voyait entrer en 1 heure plus de monde qu'il n'en venait chez Cornaille en 6 mois, l'étourdissait et l'attirait. Et il y avait dans son désir d'y pénétrer une peur vague qui achevait de la séduire. En même temps, la boutique de son oncle lui causait un sentiment de malaise. C'était un dédain irraisonné, une répugnance instinctive pour ce trou glacial de l'ancien commerce. Toutes ces sensations, son entrée inquiète, l'accueil aigri de ses parents, le déjeuner triste sous un jour de cachot, son attente au milieu de la solitude ensommeillée de cette vieille maison agonisante, se résumaient en une sourde protestation, en une passion de la vie et de la lumière, et malgré son bon cœur, ses yeux retournaient toujours au bonheur des dames. Comme si la vendeuse, en elle, avait eu le besoin de se réchauffer au flamboiement de cette grande vente. « En voilà qui ont du monde au moins !» laissa-t-elle échapper. Mais elle regretta cette parole en apercevant les Baudu près d'elle. Madame Baudu, qui avait achevé de déjeuner, était debout, toute blanche, les yeux blancs, fixés sur le monstre. Et, résignée, elle ne pouvait le voir, le rencontrer ainsi de l'autre côté de la rue, sans qu'un désespoir muet gonflât ses paupières. Quant à Geneviève, elle surveillait avec une inquiétude croissante Colomban, qui, ne se croyant pas guetté, restait en extase, les yeux levés sur les vendeuses des confections, dont on apercevait le comptoir derrière les glaces de l'entresol. Baudu, l'habile au village, se contenta de dire « Tout ce qui reluit n'est pas d'or. Patience !» La famille, évidemment, renfonçait le flot de rancune qui lui montait à la gorge. Une pensée d'amour-propre l'empêchait de se livrer si vite devant ses enfants aux arrivées du matin. Enfin, le drapier fit un effort, se détourna pour s'arracher au spectacle de la vente d'en face. « Eh bien, reprit-il, voyons chez Vinçart. Les places sont courues, demain il ne serait plus temps peut-être. » Mais avant de sortir, il donna l'ordre au second commis d'aller à la gare prendre la malle de Denise. De son côté, Madame Baudu, à laquelle la jeune fille confiait Pépé, décida qu'elle profiterait d'un moment pour mener le petit rue des Orties, chez Madame Gras, afin de causer et de s'entendre. Jean promit à sa sœur de ne pas bouger de la boutique. « Nous en avons pour 2 minutes, expliqua Baudu, pendant qu'il descendait la rue Gaillon avec sa nièce. Vinçart a créé une spécialité de soie où il fait encore des affaires. Oh, il a de la peine comme tout le monde, mais c'est un finaud qui joint les 2 bouts par une avarice de chien. Je crois pourtant qu'il veut se retirer, à cause des rhumatismes. » Le magasin se trouvait rue Neuf des Petits Champs, près du passage Choiseul. Il était propre et clair, d'un luxe tout moderne, petit pourtant et pauvre de marchandises. Baudu et Denise trouvèrent Vinçart en grande conférence avec 2 messieurs. « Ne vous dérangez pas, cria le drapier. Nous sommes pas pressés, nous attendrons. » En revenant par discrétion vers la porte, se penchant à l'oreille de la jeune fille, il ajouta « Le maigre est au bonheur second à la soie, et le gros est un fabricant de lions. » Denise comprit que Vinçart poussait son magasin à Robineau, le commis du bonheur des dames. L'air franc, la mine ouverte, il donnait la parole d'honneur avec la facilité d'un homme que les serments ne gênaient pas. Selon lui, sa maison était une affaire d'or, et, dans l'éclat de sa grosse santé, il s'interrompait pour geindre, pour se plaindre de ces sacrées douleurs qui le forçaient à manquer sa fortune. Mais Robineau, nerveux et tourmenté, l'interrompait avec patience. Il connaissait la crise que les nouveautés traversaient. Il citait une spécialité de soie tuée déjà par le voisinage du bonheur. Vinçart, enflammé, éleva la voix. « Parbleu, la culbute de ce grand serin de Vabre était fatale. Sa femme mangeait tout. Et puis, nous sommes ici à plus de 500 mètres, tandis que Vabre se trouvait porte à porte avec l'autre. » Alors, Gaujean, le fabricant de soie, intervint. De nouveau, les voix baissèrent. Lui accusait les grands magasins de ruiner la fabrication française. 3 ou 4 lui faisaient la loi, régnaient en maître sur le marché. Et il laissait entendre que la seule façon de les combattre était de favoriser le petit commerce, les spécialités surtout, auxquelles l'avenir appartenait. Aussi offrait-il des crédits très larges à Robineau.
Voyez comme le bonheur s'est conduit à votre égard, répétait-il. Aucun compte des services rendus, des machines à exploiter le monde. La situation de premier vous était promise depuis longtemps lorsque Boutemont, qui arrivait du dehors et qui n'avait aucun titre, l'a obtenu du coup. La plaie de cette injure saignait encore chez Robineau, et pourtant il hésitait à s'établir. Il expliquait que l'argent ne venait pas de lui, c'était sa femme qui avait hérité de 60 000 francs, et il se montrait plein de scrupules devant cette somme. Il aurait mieux aimé, disait-il, se couper tout de suite les 2 poings que de la compromettre dans de mauvaises affaires. « Non, je ne suis pas décidé, finit-il par conclure. Laissez-moi le temps de réfléchir, nous en recauserons. » « Comme vous voudrez, dit Vinçart, en cachant son désappointement sous un air bonhomme. « Mon intérêt n'est pas de vendre. Allez, sans mes douleurs. » En revenant au milieu du magasin, « Qu'y a-t-il pour votre service, monsieur Baudu ?» Le drapier, qui écoutait une oreille, présenta Denise, conta ce qu'il voulut de son histoire, dit qu'elle avait travaillé 2 ans en province. « Et comme vous cherchez une bonne vendeuse, m'a-t-on appris ?» Vinçart affecta un grand désespoir. « Oh, c'est jouet de guignon. Sans doute, j'ai cherché une vendeuse pendant 8 jours, mais je viens d'en arrêter une, il n'y a pas 2 heures. » Un silence régna. Denise semblait consternée. Alors, Robineau, qui la regardait avec intérêt, apitoyé sans doute par sa mine pauvre, se permit un renseignement. « Je sais qu'on a chez nous besoin de quelqu'un, au rayon des confections. » Baudu ne put retenir ce cri de son cœur. « Chez vous, ah non, pas question. » Et puis il resta embarrassé. Denise était devenue toute rouge. Entrer dans ce magasin, jamais elle n'oserait, et l'idée d'y être la comblait d'orgueil. Pourquoi donc ? Ce serait au contraire une chance pour mademoiselle. Je lui conseille de se présenter demain matin à madame Aurélie. La première. Le pis qui puisse lui arriver, c'est de n'être pas accepté. Le drapier, pour cacher sa révolte intérieure, se jeta dans des phrases vagues. Il connaissait madame Aurélie, ou du moins son mari, l'homme, le caissier, un gros, qui avait eu le bras droit coupé par un omnibus. Et puis, revenant brusquement à Denise, « D'ailleurs, c'est son affaire, ce n'est pas la mienne. Elle est bien libre. » Et il sortit après avoir salué Gaujean et Robineau. Vinçart l'accompagna jusqu'à la porte en renouvelant l'expression de ses regrets. La jeune fille était demeurée au milieu du magasin, intimidée, désireuse d'obtenir du commis des renseignements plus complets. Mais elle n'osa pas. Elle salua à son tour et dit simplement « Merci, monsieur ». Sur le trottoir, Baudu n'adressa pas la parole à sa nièce. Il marchait vite. Il la forçait à courir comme emporté par ses réflexions. Rue de la Michaudière, il allait rentrer chez lui lorsqu'un boutiquier voisin, debout sur la porte, l'appela d'un signe. Denise s'arrêta pour l'attendre. « Quoi donc, père Bourras ?» demanda le drapier. Bourras était un grand vieillard à tête de prophète, chevelu et barbu, avec des yeux perçants sous de gros sourcils embroussaillés. Il tenait un commerce de cannes et de parapluies, faisait des raccommodages, sculptait même des manches, ce qui lui avait conquis une célébrité d'artiste dans le quartier. Denise donna un coup d'œil aux vitrines de la boutique, où les parapluies et les cannes s'alignaient par files régulières. Mais elle leva les yeux, et la maison surtout l'étonna, une masure, prise entre le bonheur des dames et un grand hôtel Louis XIV, poussé on ne savait comment dans cette fente étroite au fond de laquelle des 2 étages bas s'écrasaient. Sans les soutiens de droite et de gauche, elle serait tombée. Les ardoises de sa toiture tordue et pourrie, sa façade de 2 fenêtres couturées de lézardes, coulant en longues taches de rouille sur la boiserie à demi mangée de l'enseigne. « Vous savez qu'il a écrit à mon propriétaire pour acheter la maison » dit Bourras en regardant fixement le drapier de ses yeux de flamme. Baudu gémit davantage et plia les épaules. Il y eut un silence. Les 2 hommes restaient face à face avec leur air profond. « Il faut s'attendre à tout » murmura-t-il enfin. Alors, le vieillard s'emporta, secoua ses cheveux et sa barbe de fleuve. « Qu'il achète ma maison, il la payera 4 fois sa valeur. Mais je vous jure que moi, vivant, il n'en aura pas une pierre. Mon bail est encore de 12 ans. Nous verrons, nous verrons. » C'était une déclaration de guerre. Bourras se tournait vers le bonheur des dames que ni l'un ni l'autre n'avait nommé. Un instant, Baudu hocha la tête en silence, puis il traversa la rue pour rentrer chez lui, les jambes cassées, en répétant seulement « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu !» Denise, qui avait écouté, suivit son oncle.
Madame Baudu rentrait aussi avec Pépé, et tout de suite elle dit que Madame Gras prendrait l'enfant quand on voudrait. Mais Jean venait de disparaître. Ce fut une inquiétude pour sa sœur. Quand il revint, le visage animé, parlant du boulevard avec passion, elle le regarda d'un air triste qui le fit rougir. On avait apporté leur mal, ils coucheraient en haut, sous les toits. « À propos, et chez Vinsart ?» demanda Madame Baudu. Le drapier conta sa démarche inutile, puis ajouta qu'on avait indiqué une place à leur nièce, et, le bras tendu, vers le bonheur des dames, dans un geste de mépris. Il lâcha ces mots « Tiens, là-dedans !» Toute sa famille en demeura blessée. Le soir, la première table était à 5 heures. Denise et les 2 enfants reprirent leur place avec Baudu, Geneviève et Colomban. Un bec de gaz éclairait la petite salle à manger, où s'étouffait l'odeur de la nourriture. Le repas fut silencieux, mais au dessert, Madame Baudu, qui ne pouvait tenir en place, quitta la boutique pour venir s'asseoir derrière sa nièce. Et alors, le flot continu depuis le matin creva. Tous se soulagèrent en tapant sur le monstre. « C'est ton affaire, tu es bien libre, » répéta d'abord Baudu. « Nous ne voulons pas t'influencer, seulement si tu savais quelle maison. » Par phrases coupées, il conta l'histoire de cette Octave Mouret. Toutes les chances. Un garçon tombé du midi à Paris, avec l'audace aimable d'un aventurier. Et dès le lendemain, des histoires de femmes, une continuelle exploitation de la femme, le scandale d'un flagrant délit dont le quartier parlait encore. Et puis, la conquête brusque et inexplicable de Madame Édouin, qui lui avait apporté le bonheur des dames. « Cette pauvre Caroline, interrompit Madame Baudu, elle était un peu ma parente. Ah, si elle avait vécu, les choses tourneraient autrement. Elle ne nous laisserait pas assassiner. Et c'est lui qui l'a tuée, oui, dans ses constructions. Un matin, en visitant les travaux, elle est tombée dans un trou. 3 jours après, elle mourait. Elle qui n'avait jamais été malade, qui était si bien portante, si belle. Il y a de son sang sous les pierres de la maison. » À travers les murs, elle désignait le grand magasin de sa main pâle et tremblante. Denise, qui écoutait comme on écoute un conte de fées, eut un léger frisson. La peur qu'il y avait depuis ce matin, au fond de la tentation exercée sur elle, venait peut-être du sang de cette femme qu'elle croyait voir maintenant dans le mortier rouge du sous-sol. « On dirait que ça lui porte bonheur », ajouta Madame Baudu, sans nommer Mouret. Mais le drapier haussait les épaules, dédaigneux de ces fables de nourrice. Il reprit son histoire, il expliqua la situation commercialement. Le bonheur des dames avait été fondé en 1822 par les frères Deleuze. À la mort de l'aîné, sa fille Caroline s'était mariée avec le fils d'un fabricant de toiles, Jacques Édouin. Et plus tard, étant devenue veuve, elle avait épousé ce Mouret. Elle lui apportait donc la moitié du magasin. 3 mois après le mariage, l'oncle Deleuze décédait à son tour, sans enfant, si bien que, lorsque Caroline avait laissé ses os dans les fondations, ce Mouret était resté seul héritier, seul propriétaire du bonheur. Toutes les chances. « Un homme a des idées, un bouillon dangereux, qui bouleversera le quartier si on le laisse faire, » continua Baudu. « Je crois que Caroline, un peu romanesque, elle aussi, a dû être prise par les projets extravagants du monsieur. Bref, elle l'a décidé à acheter la maison de gauche, puis la maison de droite, et lui-même, quand il a été seul, il en a acheté 2 autres. De sorte que le magasin a grandi, toujours grandi, au point qu'il menace de nous manger tous maintenant. » Il s'adressait à Denise, mais il parlait pour lui, remâchant par un besoin fiévreux de se satisfaire cette histoire qui le hantait. Dans la famille, il était le bilieux, le violent, au poing toujours serré. Madame Baudu n'intervenait plus, immobile sur sa chaise. Geneviève et Colomban, les yeux baissés, ramassaient et mangeaient par distraction les miettes de pain. Il faisait si chaud, si étouffé dans la pièce, que Pépé s'était endormi sur la table et que les yeux de Jean lui-même se fermaient. « Patience, reprit Baudu, saisi d'une soudaine colère. Les faiseurs se casseront les reins. Mouret traverse une crise, je le sais, il a dû mettre tous ses bénéfices dans de ses folies d'agrandissement et de réclame. En outre, pour trouver des capitaux, il s'est avisé de décider la plupart de ses employés à placer leur argent chez lui. Aussi est-il sans un sou maintenant, et si un miracle ne se produit pas, s'il n'arrive pas à tripler sa vente, comme il l'espère, vous verrez quel débâcle. Ah, je suis pas méchant, mais ce jour-là, j'illumine, parole d'honneur. » Il poursuivit d'une voix vengeresse. On eût dit que la chute du bonheur des dames
devait rétablir la dignité du commerce compromise. Avait-on jamais vu cela? Un magasin de nouveautés où l'on vendait de tout. Un bazar alors. Aussi, le personnel était gentil. Un tas de godelureaux qui manœuvraient comme dans une gare, qui traitaient les marchandises et les clientes comme des paquets, lâchant le patron ou lâché par lui pour un mot, sans affection, sans mœurs, sans art. Et il prit tout d'un coup à témoin Colomban. Certes, lui, Colomban, élevé à la bonne école, savait de quelle façon lente et sûre on arrivait aux finesses, aux roueries du métier. L'art n'était pas de vendre beaucoup, mais de vendre cher. Puis, il pouvait dire comment on l'avait traité, comment il était devenu de la famille, soigné comme il tombait malade, blanchi et raccommodé, surveillé paternellement, aimé enfin. Bien sûr, répétait Colomban, après chaque cri du patron. Tu es le dernier, mon brave, finit par déclarer Baudru, attendri. Après toi, on n'en fera plus. Toi seul me console, car si c'est une pareille bousculade qu'on appelle à présent le commerce, je n'y entends rien. J'aime mieux m'en aller. Geneviève, la tête penchée sur une épaule, comme si son épaisse chevelure noire eût pesé trop lourd à son front pâle, examinait le commis souriant, et dans son regard il y avait un soupçon, un désir de voir si Colomban, travaillé d'un remords, ne rougirait pas sous de tels éloges. Mais en garçon rompu aux comédies du vieux négoce, il gardait sa carrure tranquille, son air bonasse, avec son pli de ruse aux lèvres. Cependant Baudu criait plus fort, en accusant ce déballage d'en face. Ces sauvages qui se massacraient entre eux avec leur lutte pour la vie, d'en arriver à détruire la famille, et il citait leurs voisins de campagne, les Lhomme, la mère, le père, le fils, tous les trois employés dans la baraque, des gens sans intérieur, toujours dehors, ne mangeant chez eux que le dimanche, une vie d'hôtel et de table d'hôte, enfin. Certes, la salle à manger n'était pas grande, on aurait pu y souhaiter plus de jours, plus d'air, mais au moins sa vie se tenait là. Il y avait vécu dans la tendresse des siens. En parlant, ses yeux faisaient le tour de la petite pièce, et un tremblement le prenait à l'idée inavouée que les sauvages pourraient un jour, s'ils achevaient de tuer sa maison, le déloger de ce trou où il avait chaud entre sa femme et sa fille. Malgré l'assurance qu'il affectait, quand il annonçait la culbute finale, il était plein de terreur au fond. Il sentait bien le quartier envahi, dévoré peu à peu. « Ce n'est pas pour te dégoûter, reprit-il en tâchant d'être calme. Si ton intérêt est d'entrer là-dedans, je serai le premier à te dire « Entre-y !» Je le sens bien, mon oncle, murmura Denise, étourdie, et dont le désir d'être au bonheur des dames grandissait au milieu de toute cette passion. Il avait posé les coudes sur la table, il la fatiguait de son regard. « Mais voyons, toi qui es de la partie, dis-moi, s'il est raisonnable qu'un simple magasin de nouveautés se mette à vendre de n'importe quoi. Autrefois, quand le commerce était honnête, les nouveautés comprenaient les tissus, pas davantage. Aujourd'hui, elles n'ont que l'idée de monter sur le dos des voisins et de tout manger. Voilà ce dont le quartier se plaint, car les petites boutiques commencent à y souffrir terriblement. Se mourer les ruines. Tiens, Bédoré et sa sœur, la bonnetterie de la rue Gaillon, a déjà perdu la moitié de sa clientèle. Chez mademoiselle Tatin, la lingière du passage Choiseul, on en est à baisser les prix, à lutter de bon marché. Et l'effet du fléau de cette peste se fait sentir jusqu'à la rue Neuve des Petits Champs, où je me suis laissé dire que messieurs Vampouille frères, les fourreurs, ne pouvaient tenir le coup. Hein? Des calicots qui vendent des fourrures, c'est trop drôle. Une idée du mouret encore. Élégant, dit madame Baudu. N'est-ce pas monstrueux? Il a osé créer un rayon de ganterie. Hier, comme je passais la rue Neuve-Saint-Augustin, Quinette se trouvait sur la porte, l'air si triste que je n'ai pas voulu lui demander si les affaires allaient bien. « Et les parapluies, reprit Baudu, ça c'est le comble. Bourras est persuadé que le mouret a voulu simplement le couler. Car enfin, à quoi cela rime-t-il des parapluies avec des étoffes? Mais Bourras est solide, il ne se laissera pas égorger. Nous allons rire un de ces jours. » Il parla d'autres commerçants, il passa le quartier en revue. Parfois des aveux lui échappaient. Si Vinçart tâchait de vendre, tous n'avaient plus qu'à faire leur paquet, car Vinçart, c'était comme les rats qui filent des maisons quand elles vont crouler. Et puis aussitôt il se démentait, il rêvait une alliance, une entente des petits détaillants pour tenir tête au colosse. Depuis un moment, il hésitait à parler de lui, les mains agitées, la bouche tiraillée,
par un tic nerveux. Enfin, il se décida. « Moi, jusqu'ici, je n'ai pas trop à me plaindre. Oh, il m'a fait du tort, le gredin. Mais il me tient encore que les draps de dame, les draps légers pour les robes et les draps plus forts pour manteaux. On vient toujours chez moi acheter les articles d'homme, les velours de chasse, les livrées, sans parler des flanelles et des molletons dont je le défie bien d'avoir un assortiment aussi complet. Seulement, il masticote. Il croit me faire tourner le sang, parce qu'il a mis son rayon de draperie là, en face. Tu as vu son étalage, n'est-ce pas ? Toujours, il y plante ses plus belles confections, au milieu d'un encadrement de pièces de drap, une vraie parade de saltimbanque pour raccrocher les filles. Foi d'honnête homme, je rougirais d'employer de tels moyens. Depuis près de 100 ans, le vieil Elbeuf est connu, et il n'a pas besoin à sa porte de pareils attrape-nigauds. Tant que je vivrai, la boutique restera telle que je l'ai prise, avec ses 4 pièces d'échantillon, à droite et à gauche, pas davantage. » L'émotion gagnait toute la famille. Geneviève se permit de prendre la parole après un silence. « Notre clientèle nous aime, papa, il faut espérer. Aujourd'hui encore, madame Desforges et madame Boy sont venues. J'attends madame Marty pour les flanelles. Moi, déclara Colomban, j'ai reçu hier une commande de madame Bourdelais. Il est vrai qu'elle m'a parlé d'une cheviote anglaise affichée en face 10 sous, meilleur marché, la même que chez nous, paraît-il. Et dire, murmura madame Baudu, de sa voix fatiguée, que nous avons vu cette maison-là, grande comme un mouchoir de poche. Parfaitement, ma chère Denise, lorsque les Deleuze l'ont fondée, elle avait seulement une vitrine sur la rue Neuve-Saint-Augustin, un vrai placard où 2 pièces d'indienne s'étouffaient avec 3 pièces de calicot. On ne pouvait pas se retourner dans la boutique tant c'était petit. À cette époque, le vieil Elbeuf, qui existait depuis plus de 60 ans, était déjà tel que tu le vois aujourd'hui. Ah, tout cela est changé, mais bien changé. Elle secouait la tête. Ses paroles disaient le drame de sa vie. Née au vieil Elbeuf, elle en aimait jusqu'aux pierres humides. Elle ne vivait que pour lui et par lui, et autrefois glorieuse de cette maison, la plus forte, la plus richement achalandée du quartier, elle avait eu la continuelle souffrance de voir grandir peu à peu la maison rivale, d'abord dédaignée, puis égale en importance, puis débordante et menaçante. C'était pour elle une plaie toujours ouverte. Elle se mourait du vieil Elbeuf humilié, vivant encore ainsi que lui par la force de l'impulsion, mais sentant bien que l'agonie de la boutique serait la sienne, et qu'elle s'éteindrait le jour où la boutique fermerait. Le silence régna. Baudu battait la retraite du bout des doigts sur la toile cirée. Il éprouvait une lassitude, presque un regret de s'être ainsi soulagé une fois de plus. Dans cet accablement, toute la famille, d'ailleurs, les yeux vagues, continuait à remuer les amertumes de son histoire. Jamais la chance ne leur avait souri. Les enfants étaient élevés, la fortune venait. Lorsque brusquement la concurrence apportait la ruine. Et il avait encore la maison de Rambouillet, cette maison de campagne, où le drapier faisait plus de 10 ans le rêve de se retirer. Une occasion, disait-il, une antique bâtisse qu'il devait réparer continuellement, qu'il s'était décidé à louer et dont les locataires ne le payaient point. Ces derniers gains passaient là. Il n'avait eu que ce vice dans sa probité méticuleuse, obstinée aux vieux usages. « Voyons, déclara-t-il brusquement, il faut laisser la table aux autres. En voilà des paroles inutiles. » Ce fut comme un réveil. Le bec de gaz sifflait dans l'air mort et brûlant de la petite pièce. Tous se levèrent en sursaut, rompant le triste silence. Cependant, Pépé dormait si bien qu'on l'allongea sur des pièces de molleton. Jean, qui bâillait, était déjà retourné à la porte de la rue. « Et pour finir, tu feras ce que tu voudras, » répéta de nouveau Baudu à sa nièce. « Nous te disons les choses, voilà tout, mais tes affaires sont tes affaires. » Il la pressait du regard. Il attendait une réponse décisive. Denise, que ces histoires avaient passionné davantage pour le bonheur des dames, au lieu de l'en détourner, gardait son air tranquille et doux, d'une volonté têtue de Normande, au fond. Elle se contenta de répondre « Nous verrons, mon oncle ». Et elle parla de monter se coucher de bonne heure avec les enfants, car ils étaient très fatigués tous les 3. Mais 6 heures sonnaient à peine. Elle voulut bien rester un moment encore dans la boutique. La nuit s'était faite. Elle retrouva la rue noire, trempée d'une pluie fine et drue, qui tombait depuis le coucher du soleil. Ce fut pour elle une surprise. Quelques instants avaient suffi, la chaussée était trouée de flaques d'eau, les ruisseaux roulaient des eaux sales, une boue épaisse piétinée poissait les trottoirs,
et, sous l'averse battante, on ne voyait plus que le défilé confus des parapluies, se bousculant, se ballonnant, pareils à de grandes ailes sombres dans les ténèbres. Elle recula d'abord, prise de froid, le cœur serré davantage par la boutique mal éclairée, lugubre à cette heure. Un souffle humide, l'haleine du vieux quartier, venait de la rue. Il semblait que le ruissellement des parapluies coulât jusqu'au comptoir, que le pavé avec sa boue et ses flaques entra, acheva de moisir l'antique rez-de-chaussée. C'était toute une vision de l'ancien Paris mouillé dont elle grelottait avec un étonnement navré de trouver la grande ville si glaciale et si laide. Mais de l'autre côté de la chaussée, le bonheur des dames allumait les files profondes de becs de gaz, et elle se rapprocha, attirée de nouveau et comme réchauffée à ce foyer d'ardente lumière. La machine ronflait toujours, encore en activité, lâchant sa vapeur dans un dernier grondement, pendant que les vendeurs repliaient les étoffes et que les caissiers comptaient la recette. C'était, à travers les glaces pâlies d'une buée, un pullulement vague de clarté, tout un intérieur confus d'usine. Derrière le rideau de pluie qui tombait, cette apparition, reculée, brouillée, prenait l'apparence d'une chambre de chauffe géante, où l'on voyait passer des ombres noires des chauffeurs sur le feu rouge des chaudières. Les vitrines se noyaient, on ne distinguait plus en face que la neige des dentelles, dont des verres dépolis d'une rampe de gaz avivaient de blanc. Et sur ce fond de chapelle, les confections s'enlevaient en vigueur, le grand manteau de velours garni de renards argentés mettait le profil cambré d'une femme sans tête qui courait par la verse à quelque fête dans l'inconnu des ténèbres de Paris. Denise, cédant à la séduction, était venue jusqu'à la porte, sans se soucier du rejaillissement des gouttes qui la trempaient. À cette heure de la nuit, avec son éclat de fournaise, le bonheur des dames achevait de la prendre tout entière, dans la grande ville, noire et muette sous la pluie de ce Paris qu'elle ignorait. Il flambait comme un phare, il semblait à lui seul la lumière et la vie de la cité. Elle y rêvait son avenir, beaucoup de travail pour élever les enfants, avec d'autres choses encore, elle ne savait quoi, des choses lointaines dont le désir et la crainte la faisaient trembler. L'idée de cette femme morte dans les fondations lui revint. Elle eut peur, elle crut voir saigner les clartés. Puis la blancheur des dentelles l'apaisa, une espérance lui montait au cœur, toute une certitude de joie, tandis que la poussière d'eau volante la refroidissait et calmait en elle la fièvre du voyage. « C'est Bourras !» dit une voix derrière son dos. Elle se pencha, elle aperçut Bourras, immobile, au bout de la rue, devant la vitrine où elle avait remarqué, le matin, toute une construction ingénieuse, faite avec des parapluies et des cannes. Le grand vieillard s'était glissé dans l'ombre pour s'emplir les yeux de cet étalage triomphal. Et, la face douloureuse, il ne sentait pas même la pluie qui battait sa tête nue. « Il est bête, fit remarquer la voix, il va prendre mal. » Alors, en se tournant, Denise vit qu'elle avait de nouveau les Baudu derrière elle. Malgré eux, comme Bourras qu'ils trouvaient bêtes, ils revenaient toujours là, devant ce spectacle qui leur crevait le cœur. C'était une rage à souffrir. Geneviève très pâle avait constaté que Colomban regardait, à l'entresol, les ombres des vendeuses passer sur les glaces. Et pendant que Baudu, étranglé de rancune, rentrait, les yeux de madame Baudu s'étaient remplis de larmes silencieusement. « N'est-ce pas que tu t'y présenteras demain ?» finit par demander le drapier, tourmenté d'incertitude, et sentant bien d'ailleurs que sa nièce était conquise comme les autres. Elle hésita, puis, avec douceur, « Oui, mon oncle, à moins que ça ne vous fasse trop de peine ?» La suite au prochain numéro. Si cet audio vous a plu, vous pouvez trouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.